toujours autant de succès, ça fait plaisir parce que c'est une sorte de revanche sur l'histoire. Parce qu'il y a eu quand même une relative occultation des artistes femmes pendant longtemps. Et ce n'est que très récemment qu'il y a quelques expositions de femmes, ça date de 2-3 ans, c'est tout. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Je veux dire, il y a eu quand même des longues traversées du désert. Hein. D'ailleurs, Diana est bien placée pour le savoir parce qu'elle a fait sa thèse sur le groupe... Sur le groupe collectif Femmes Art, voilà, à laquelle Cristina Martinez a participé, Thérèse Anjolas, Anne Sossois. Une excellente thèse, hein, et qui malheureusement n'a pas pu te donner un poste à l'université. Je n'ai pas trop cherché non plus. Il faut dire que Diana, c'est une super artiste oui, aussi. Absolument. Donc il lui faut du temps. C'est ça. Puis elle écrit quand même beaucoup sur les artistes aussi, donc c'est ça. Il lui faut quand même du temps pour travailler. Elle a un double chapeau. Double don. Hein, ouais. Elle sait écrire et elle dessine superbement. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, Diana est la commissaire de cette exposition. Et c'est elle qui a organisé avec vraiment beaucoup de talent. Moi je suis très admirative parce qu'il y a aussi le catalogue qui est derrière. Je le montre. Oui. Très beau. Alors vraiment, pour moi, je trouve, oui, c'est vraiment une grande réussite le catalogue parce que tout le monde est inclus. Je veux dire, toutes les artistes qui ont travaillé avec Aline. Il y a plusieurs interviews de Aline qui sont reproduites ici, puis il y a les œuvres. Donc c'est vraiment très bien réussi ce catalogue. Puis il y a des témoignages aussi de personnes qui l'ont connu, comme moi par exemple, j'ai fait un petit témoignage. Et donc c'est pour nous évidemment très émouvant parce que dans les années 75, moi je l'ai rencontré, je crois que ça doit être 75-76, tu t'en souviens? Vraiment, on était, comment vous dire, la marge de la marge. Hein, c'était vraiment, je veux dire, ça partait d'un élan créateur collectif, hein, parce qu'il y avait le soutien du mouvement de libération des femmes, mais par rapport au contexte artistique, à l'institution art, hein, c'était vraiment dans la grande marginalité. Mais il y avait une créativité extraordinaire, dont vous voyez un peu le résultat sur ces murs. Et c'est ça quand même qui est convaincant. Et par rapport au mouvement actuel de MeToo, on peut dire que un des apports, c'est ce qu'on disait ce midi avec Pierre, bonjour, un des apports quand même du MLF et des années 70, c'est l'extraordinaire créativité qui s'est déployée en connexion avec le mouvement politique. Vous voyez? C'est-à-dire les deux, ça a été vraiment les deux, et c'est pour ça que ça a été aussi fort, et nous gardons toujours le souvenir. Mais on peut dire aussi que la transmission de ce travail collectif et de ce travail individuel, c'est très peu fait, parce que Aline Dallier est encore inconnue, hein, pratiquement inconnue, hein. Bien qu'elle soit sur Facebook, là, sur Internet, je veux dire, vous avez des grandes expositions, vous avez aujourd'hui des conservatrices de musées, etc., qui font des grandes expositions, comme si elles avaient découvert la Lune, et Aline, elle n'existe pas, elle n'est jamais mentionnée parmi, disons, les premières qui ont fait plus qu'un travail de pionnière. Moi je pense qu'elle a fait vraiment un travail symbolique très important parce qu'elle a essayé de penser la relation entre le matériau et sa dimension symbolique. Et moi je pense que c'est l'apport principal d'Aline. Hein? Oui. Je devrais, bon, pour la soirée ce soir, je devrais peut-être préciser que Aline, elle n'a pas travaillé uniquement sur la période, enfin, les années 70 et 80 des artistes femmes.
bon, il est vrai qu'elle s'est heurtée à une résistance ou un refus institutionnel énorme, voilà, donc dans les années 70 et 80, et donc dans les années 80, vers 85, elle a plus ou moins arrêté d'écrire exclusivement sur les femmes. Elle a écrit sur beaucoup d'artistes hommes, elle s'est intéressée à l'art brut. Alors bon, toi, Marie-Jo, tu vas pouvoir Elle a démarré par l'abstraction lyrique. Oui, tout à fait. Mais en ce qui concerne Aline Gagnaire, sur laquelle on va aussi parler un petit peu ce soir, il me semble qu'elle l'a rencontrée plus tard. Parce qu'Aline Gagnaire, je ne sais pas si elle était engagée dans les groupes féministes. Moi, j'ai connu Aline par l'intermédiaire de Charlotte Calvis. Parce qu'elle faisait partie du réseau. Je suis en train d'essayer de me souvenir comment j'ai connu Aline la première fois. Ça, je dois dire. En fait, je m'en souviens plus. Je ne sais même pas si elle avait participé à l'Utopie du féminisme. Je crois pas. Non. Parce que parmi les activités qui ont été réalisées, Charlotte Calvis, dont on va parler tout à l'heure, avait une association qui s'appelait La Spirale. Et donc, j'ai rentré dans une librairie. Libraire éditeur qui éditait beaucoup de poésie et qui montrait aussi des tableaux, et passait par hasard. Et puis, voilà. C'était la sorcière, là, déjà. Elle sortait ses poèmes, oui. Les chants roux de la femelle. Oui. Et donc, c'est là vous avez décidé de faire un groupe sorcière. Et comme on se connaissait déjà du mouvement, donc Jeanne nous a dit, on a rencontré donc Charlotte et Marie-Joseph, on va faire un groupe sorcière. Alors on s'est vus, puis c'est comme ça qu'on a démarré un groupe de méditation, en fait, en 75. C'était quand même... beaucoup sur le langage, quand même. Aussi, c'est-à-dire que c'était double. Il y avait un aspect méditation et un aspect écriture-langage. C'est ça qui était intéressant. Et donc, parallèlement, Charlotte exposait aussi, elle avait exposé 2-3 fois. Et elle rencontrait beaucoup d'artistes dans son atelier. Mais bon, moi j'étais une débutante, Jeanne quand même t'étais plus... Oui, ça dépend encore des débutants. Et donc, si vous voulez, pour moi c'était un premier, je veux dire, une espèce je rencontrais des artistes très différents, et dont en particulier Aline Gagnaire. Aline, je crois que je l'ai rencontrée plus tard, parce que dans son atelier, là on a un de ses tableaux qu'elle a fait, je crois que c'est dans les années 90. C'est 81. Ah, 80, d'accord. Parce qu'elle a commencé, elle était dans le groupe, elle a été étiquetée, comme on dit, surréaliste. Elle faisait des pictogrammes, et donc elle a démarré à l'Union en 1911, donc vous voyez, sous l'occupation. Elle était dans un groupe, le Réverbère, c'est ça? Alors je ne sais pas du tout ce que c'est que ce groupe, le Réverbère, qu'est-ce qu'il faisait. Si vous avez des tuyaux, vous le dites. Enfin, sous l'occupation, ça ne devait pas être la rigolade quand même. Et puis, à la Libération, donc, elle a appartenu à des groupes du genre Oulipo. Oupimpo, il s'appelait Oupimpo. Oupimpo, c'est peinture, et Oulipo, c'est littérature. Ça, c'est le genre Aline, parce qu'elle travaille beaucoup aussi sur le langage. Et puis, je ne me souviens plus quand est-ce qu'elle s'est mariée. Elle était mariée? Elle était mariée pendant une courte période. C'est ça. Donc elle s'est retrouvée à devoir gagner sa vie, c'est ça? Oui. Et alors, pour gagner sa vie, elle a fait de la tapisserie. Elle tendait des tentures. Comment on appelle ça? Oui, un truc comme ça. Mais c'était un métier pour gagner sa vie. Et elle était dans une colère. Moi, je me souviens d'Aline,
Hein, c'était la colère. Hein. Et donc, elle a fait des tableaux chiffons, comme on les appelle. C'est-à-dire que pour compenser ce travail obligatoire alimentaire, elle a pris des bouts de chiffon, des bouts de ficelle, etc. Et elle a fait des portraits, des faces, parce que Aline est très intéressée par le visage. Et ça, c'est vraiment bien aussi chez elle, tout le travail qu'elle a fait sur le visage. Les tableaux chiffons. T'en as, toi, ces tableaux chiffons? Là, on ne voit pas bien. Vous voyez comment elle faisait ces tableaux chiffons? Je crois, oui, là, dans le catalogue là. Mais je pense qu'il devrait en avoir, monsieur. Hein? Oui, chez lui. Vous voyez, là, on voit des petits tableaux chiffons. Il y en avait plein dans son atelier. Parce que elle avait un atelier dans le 18e. Je me souviens, c'était du côté d'Abès, dans des ateliers d'artistes. Et alors, il y avait des plantes vertes. C'était incroyable, c'était un vrai capharnaüm, son atelier. Et forcément, il y avait des œuvres partout. Et puis, elle était dans une colère, mais alors, elle décolérait pas parce que, je veux dire, c'était dur. C'était dur la vie d'artiste. Puis quand même, elle était âgée. Hein. Moi, je l'ai rencontrée, elle avait du genre 80 ans. Hein. Donc, elle continuait à faire son travail, hein, parce qu'elle n'avait pas de rente, elle n'avait pas de... Et donc, elle est allée du côté du bouddhisme. Hein. Et c'est comme ça qu'elle est allée du côté... Elle a cherché quelque chose qui pouvait la pacifier. Hein. Et elle est allée du côté du Iking. Je ne sais pas si vous connaissez le Iking. Est-ce que vous connaissez le Iking? Voilà. C'est un livre extraordinaire. Moi, j'adore le Iking parce que les Chinois ont un langage métaphorique qui est merveilleux. Ils pensent à l'aide d'images. Nous, nos philosophes, c'est abstrait, hein, la pensée. Tandis que chez les orientaux, chez les Chinois en particulier, le I Ching, c'est le livre des transformations. Ce qui demeure, c'est ce qui se transforme. C'est ça la base de la philosophie chinoise, c'est-à-dire rien n'est stable. Donc tout est en transformation en permanence. Et donc, c'est un jeu de 64 hexagrammes, avec du yin et du yang. Et donc, vous en tirez 6. Hein, et il y a les mutants et les non-mutants. Et puis, à partir de là, vous faites de la divination. Hein, et il y a des textes et tout ça. Et Aline, donc vous voyez, ici, ce sont les 64 hexagrammes. Si c'est 4, 10, 10 étant un chiffre. Hein. Donc, il y a 6 hexagrammes. Et puis, c'est donc yin et yang. Donc, les 6 yang, c'est le côté masculin, et les 6 yin, c'est le côté féminin. Hein. Donc, à l'état pur. Et puis après, tout ça, ça évolue. C'est extraordinaire, rien que de penser ça. Et Aline, donc, a travaillé donc la face, donc là, ici, le nez, l'arête du nez et la bouche. Et vous remarquez, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans ses œuvres. Et elle en a fait beaucoup d'œuvres comme ça. Et celle-ci, comment elle s'appelle? Solitude. Solitude, vous voyez. Ça, c'est un peu un dérivé. C'est de quelle année? Tu dis 81? Là, c'est 81, celle-ci. Hein. Moi, j'en ai vu beaucoup d'œuvres comme ça. 82. 82, d'accord. C'est pas moi. Et elle a fait aussi des sculptures, vous voyez. Peut-être qu'un jour, on fera une exposition d'Aline, ce serait bien, hein, pour montrer un peu tout ce qu'elle a fait. Elles sont où ces œuvres? Chez monsieur... En fait, il y a une collection au musée à Cordes-sur-Ciel. Donc, oui, donc Léon Doigt, donc de monsieur Jean Boulery, qu'on aurait espéré qu'il vienne ce soir,
Donc, il habite à Paris, donc il a des œuvres d'elle chez lui, aussi dans un lieu de stockage en banlieue, et il a fait une grande donation à ce musée à Ford. Donc, et le musée de Cordes Sociales a déjà monté une rétrospective d'Aline dans les années 2000. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça le catalogue. Ça, c'est le catalogue de la rétrospective d'Aline. Voilà. Et ça t'est fait quand? Comment? C'est le catalogue de quelle année? Ça doit être 2002-2004. 2004, juin 2004. Et pourquoi il y a un musée sur À Cordes. Et c'est dans le sud, là, c'est du côté Oui, c'est de dans le Bordeaux. sud, tout à Ouais, fait. j'y suis allée à Cordes. Pourquoi ouais. je ne me souviens plus. Il y avait une relation. Voilà. Oh, oui, on peut se Ça poser la connaît question. Toulouse, c'est ça Cordes sur ciel, Oui, c'est ça, Cordes, c'est pas Cordes loin. dont on entend parler. C'est pas loin, oui. C'est vers Montauban, par là. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah oui. C'est sans doute expliqué dans le catalogue. Voilà, je suis désolée, j'ai pas fait tout mon devoir. Alors c'était intéressant parce que bon, moi j'y allais comme féministe parce que j'étais une militante à cette époque-là, vraiment. Et Aline a toujours été sur ses gardes, comme d'ailleurs la plupart des amis de Charlotte, parce que le féminisme, il fallait pas. À l'époque, on en parle. Ça a été la croix et la bannière quand Charlotte a organisé l'exposition Utopie et féminisme à Paris, dans le 12e arrondissement. Elle voulait montrer des œuvres de femmes et faire venir ses amis. C'est-à-dire que bon, Charlotte était née en 1915, 13, donc vous voyez, c'était des femmes qui avaient un certain âge déjà. Nous, on était des jeunettes. Elle a fait venir Vera Pagava. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et alors Vera, elle était toujours très distante comme ça, mais en même temps, elle est venue. C'est sympa quand même. Parce qu'il y avait une galerie qui était pas loin d'ici, rue de Beaune, la galerie d'Arial et Tamar Tarashvili, qui est d'origine géorgienne, parce que tout ça, c'est des milieux, c'est bien, c'est l'Europe. Donc là, c'était la Géorgie. Tamar, étant donné que la Géorgie a été annexée par les Russes, par les Soviétiques en 19. Parce que moi, j'ai appris l'histoire de la Géorgie grâce à Tamar et à sa fille. Et donc, les Géorgiens sont partis après l'annexion, après la première république géorgienne. Voilà. Et donc, ils sont arrivés en France, comme beaucoup d'artistes. Comme Vera Pagava aussi est géorgienne. Elle est arrivée en France. Bonjour. Venez, il y a de la place là. Pardon? On te voit quelle chaise? Ah ben, comme tu veux. C'est bien, c'est la relève qui arrive. C'est vous qui allez faire la transmission. Oui, on y travaille. Ah, je pas bien que tu travailles bien. Parfait. Bon, tout va bien. Bon, on se repose alors. C'est fini. Donc, bon, ça fait rien. On a présenté les artistes, mais plus tard, on les représentera parce que c'est très important que les artistes se présentent. Donc, on était en train de parler de Aline Gagnière et de l'exposition Utopie et féminisme qu'a organisée Charlotte Calmis. Donc, Charlotte Calmis, elle est là. Ici, vous voyez son visage. Qui était, elle, Charlotte, parmi les artistes de cette génération-là. C'est-à-dire la génération née entre 11, 20, 30, à peu près. Donc, ce n'étaient pas des militantes féministes, je peux vous dire. Et donc, c'est pour arriver à les mobiliser pour une réflexion sur l'art des femmes, parce que, je veux dire, il y avait énormément de discussions à cette époque-là, parce que elles ne voulaient pas être mises de côté, et qu'on dise que c'est de l'art féminin. Et alors, donc, parce que l'art féminin, c'était le gros mépris. Art féminin égale 0. Donc il fallait être considéré comme un mec et peindre comme un mec et tout ça. Et donc il y avait des grands débats parce que parallèlement,
tout le travail qui a été fait, par exemple, sur les tissus, ici, hein, sur le textile, sur le flou, sur, vous voyez, les collages, là, aussi, qui ont été faits, également aussi, Monique Friedman, là, ces corps, au début. Donc, tout ça, c'était comment est-ce qu'on allait parler de ça, hein? C'était des femmes qui travaillaient, donc il fallait leur redonner leur identité de créatrice, et en même temps, c'était dans un contexte hyper misogyne. Et donc, quand Charlotte a fait cette exposition Utopie et féminisme en 77, voilà. C'était au mois de février 1977. Donc, vous vous rendez compte, il n'y avait pas eu grand-chose encore d'exposition, hein. Et je me souviens, il y avait eu un grand débat. Est-ce qu'il y a une écriture féminine? Oh, c'était archi comble. Ah là là, le débat qu'il y a eu, mais c'était génial parce que c'était violent, hein. Et sur le livre d'or, ras-le-bol du féminin, tu vois, il y avait... mais quand même, ça a permis quand même de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une femme artiste. Il y avait Annette Messager, par exemple, qui est une des premières à avoir assumé la femme artiste. Et son atelier, c'était sa cuisine. Donc c'était une vraie révolution quand elle a été exposée au Musée d'art moderne de la ville de Paris, où elle montrait l'atelier cuisine. Parce que les mecs, ils ont des grands ateliers, hein, la factory, hein. Alors elle montrait sa cuisine. Et donc, vous voyez l'atmosphère de cette époque-là, hein. Et donc, je pense qu'on va pouvoir projeter le film. Alors, donc, Charlotte, qui, moi, m'a beaucoup formée, parce que moi, j'y connaissais rien dans l'histoire des femmes artistes, et comme moi, ce que j'ai senti, c'est que c'était une souffrance, beaucoup, pour toutes les femmes artistes, de ne pas être reconnues, hein, parce qu'on lui disait sans cesse, ah, si tu étais un mec, tu verrais, qu'est-ce que ça serait bien. Mais bon, elle n'était pas un mec. Donc, elle a fait toute une réflexion en disant, il faut montrer les œuvres. Il faut montrer les œuvres de femmes, il faut en parler, il faut que ça devienne un lieu de culture, hein. Et donc, en 78, elle voulait faire le projet Séraphine. Elle appelait ça le projet Séraphine, qui est le nom de Séraphine de Senlis, parce qu'elle avait découvert Séraphine de Senlis. À cette époque-là, personne ne la connaissait. Elle était allée à Senlis. Et d'ailleurs, à l'entrée de l'exposition Utopie et féminisme, il y a la photo de Séraphine. Vous savez, la photo de Séraphine, où elle est avec sa palette, à côté du chevalet, et là, elle est là comme ça, les yeux mi-clos, en train de... C'est une photo extraordinaire qu'a prise Hood, celui qui l'a découverte, William Hood. Donc, le projet Séraphine, ça consistait à faire des sortes de musées de l'art des femmes. Et comme ça prenait pas, parce qu'elle voyait ses amis qui mouraient, et les œuvres, qu'est-ce qu'elles allaient devenir? Donc on voulait faire une fondation, etc. Il y a eu 36 000 projets, et puis finalement, comme je connaissais Carole Roussopoulos, qu'on avait fait déjà des tas d'actions, notamment avec Delphine Seyrig, le centre d'archives Simone de Beauvoir, enfin ça sera plus tard avec Delphine. Mais Delphine, elle commençait à travailler sur les artistes femmes, hein, à rassembler des diapos et tout ça. Et donc, avec Carole, on a commencé à filmer. Donc, on a filmé l'exposition de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. On est allé dans l'atelier d'Aline, donc on a 1 heure de film. On est allé dans l'atelier de Vera Pagava, on a filmé Vera. Donc, ce sont les seules images de Vera Pagava, vous vous rendez compte? Les seules images, tiens, voilà notre amie. Excusez-moi, je suis en retard. Est-ce que vous voulez lancer? Oui, bien de l'entrée des artistes, hein. Bien.
bien Marie-Rose, et dont les œuvres sont ici. Ah oui, pardon. Je suis un peu en retard, je suis pas l'heure. Non, t'es pas revenue. Vous voulez vous asseoir ici? Non, je suis là aussi. Mais il y a une chaîne. Il y a Une une chaise chaise là. C'est pour des vannes, je ne suis pas artiste. Non mais venez, Non, venez ici. Oh, mais c'est bon. Non, non, mais allez-y. Merci. Il y a une chaise là. Donc, j'étais en train de parler du film qu'on a fait. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près 4 heures d'enregistrement, qui ne sont pas montées. C'est d'une qualité tout à fait inégale, parce que vous savez ce que c'était les caméras à l'époque, la vidéo, c'était des trucs immenses qui pesaient très lourd. Et c'était toute une histoire de mettre en branle ce matériel. Mais Carole avait filmé déjà depuis le début des années 70, et avec son mari Paul qui faisait le son. Donc on a du matériel. Alors ce que je vous propose, c'est de passer déjà le premier film qui montre le débat qu'on a eu avec Charlotte et Marie-Joseph, donc filmé par Carole. Et vous verrez les questions qu'on aborde, c'est vraiment des questions contemporaines, et c'est ça qui est très étonnant, je dois dire. C'est comme si rien ne s'est... Enfin, tu vois, comme s'il n'y avait pas eu d'évolution. Et puis ce que je propose, puisque Marie-Rose Lorté est là, de passer après le film de Marie-Rose Lorté, comme ça on pourra lui poser les questions. Hein? D'accord? Voilà. Vous ne pouvez pas dire non. Alors avant de commencer, est-ce que je peux prendre le tableau de Charlotte qui est là? Oui, bien sûr. C'est Oh. accroché. Oui, il a accroché, oui. Je le prends? Si quelqu'un me prend le... Bon. Ah oui, parce qu'il ne peut pas. Attends. Les recherches de l'identité. Donc il y a 22 séries comme les 22 cartes du tarot. Et donc elle a abordé plein de questions. Donc qui suis-je, la femme dans la cité? Il y avait aussi sur son identité de juive. Il y en avait un autre sur les poètes. Et celui-ci s'intitule Biologie et création. Hein? Et qu'est-ce que je vois dans le tableau de Charlotte? Qu'est-ce que je vois? Je vois, où est-ce qu'il est, Lorté, où est-ce qu'il est? Hein? Il est caché. Il est caché. Non, la tête à droite, c'est moi, en haut. Ici, là? La tête, oui, Ici? ça c'est déjà moi. Alors, Michel Bure, attends, où je l'ai vu? Où Non, est-ce qu'il c'est est? juste en... Si, il y a ton nom, bah, je sais bien parce que je l'ai vu. Mais très bien que tu te trouves. C'est quelqu'un qui te connaît très bien aussi. Vraiment. Non, mais elle n'est pas loin. Michel, C'est il y a toujours Michel. quand on cherche qu'on trouve Non, pas. mais je regardais, vous aviez envoyé. D'où vient la vie? L'arbre vivante, généalogique. C'était la question. Oui, c'est. Ensuite, je me suis sentie poussée à exécuter des dessins en grand sur un calicot. Pendant tout ce temps, je suis restée dans un état d'esprit normal. Je me sentais tout simplement inspirée. Donc, vous voyez, il y a des tas. C'est toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que les femmes, qu'est-ce qu'elles font comme création. Moi, je vois la tête de Michel Burle. Oui, oui. Marthe Estibot, vous voyez, Gilles Madge. Donc voilà. Découper son profil. Et je sais qu'il y a ton nom là, enfin c'est quand même un peu fort. Ah, il est tombé, regarde. Ah, il est tombé. Ah, ouais. Non, mais ça va pas. C'est décollé parce que normalement il était plus haut et voilà. Oui, il était là. Ben, je sais bien parce que. C'est ça les collages. Elle a décollé. Parce qu'il a été fait il y a longtemps. Il y a une fondation, une association. Mais le personnage, il est dans le catalogue de la fabuloserie d'Alain Bourbonnet, mon personnage là. Ah, d'accord. Michel Burle, sa tête, elle est aussi dans ce catalogue. Ah oui, bah, elle a dû puiser là-dedans. Elle a parce que puisé là-dedans. Le matin, elle se levait à 6h. C'était à l'atelier Jacob. Avec ses ciseaux, ça y allait. C'est et bon, puis- Marijo, tu. Non, mais je connaissais. Hein? Sur
sur le portage du tableau. Il va falloir Ah, mais non recoller. seulement j'ai porté les tableaux, mais je les ai encadrés aussi. Oui, mais je t'assure. Non, mais là, il y a un c'est portage. Non, mais là, il Mais là, il y a Et derrière, c'est... Derrière, il y a un portage. Bonjour monsieur. C'est gentil. Ah, vous êtes sympa, hein, parce que moi je l'avais oublié. Oui, j'ai remarqué. Bah ouais, la question c'est quand est-ce qu'on Quand est-ce qu'on remet la spirale Quand est-ce qu'on remet la spirale Ben oui, il faudrait faire la 4e spirale parce que là on avait fait 3. Alors, donc, effectivement. Ouais, tout à fait. Moi, je suis très touchée par l'expression l'avenir de la planète. Et la femme et sa responsabilité dans ce nouveau discours, dans ce nouveau langage. Et je pense que là, entre aujourd'hui et 78, il y a réellement une filigrane, une ligne, avec des hauts et des bas. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie-Jo? Ah, moi j'étais très étonnée quand j'ai réécouté ce truc que je n'avais pas entendu pendant 40 ans. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est d'aujourd'hui. Elle nous parle d'aujourd'hui. Je veux dire, j'ai vraiment, et c'est pour ça que je le montre ici, parce que je me suis dit, ben, il faut le diffuser, ce truc, parce que, je veux dire, il y a vraiment un lien qui existe par-delà les années, hein, avec la prise de conscience, donc la conscience féministe, c'est comme ça qu'elle l'appelait, Charlotte, et ça me paraît évident, mais bon. Moi, je veux dire, j'ai énormément appris au contact de Charlotte parce que c'était fascinant. Pour moi, ça a été une éducation extraordinaire, beaucoup mieux que la Sorbonne ou Michel Perrault, avec qui je faisais ma thèse. Mais Charlotte, c'était l'ouverture du monde, tu vois. Franchement, je pense que maintenant, il faut que les jeunes, elles sachent que ça démarre pas avec elle, que ça, il y a déjà eu toute une réflexion. Ça a déjà été travaillé par beaucoup de femmes. Et dans les ateliers, comme elle le dit, c'est vrai, il faut aller dans les ateliers. Et elle était la première à aller dans les ateliers. Par exemple, Aline, bon, on a enlevé la photo, Aline Gallière. non, l'autre. Gallier. Non, l'autre. Rivière, Aline Rivière. Rivière, voilà. Moi, je me souviens très bien que Aline, elle était venue voir Charlotte, et avec des photos, avec ses robes qu'elle a fait au bord de la mer, ça m'avait tellement frappé que je m'étais souvenue encore d'Aline, et c'est comme ça que je l'ai retrouvée, tu vois. Donc, il y avait déjà ces échanges qui existaient. Et donc, moi, je pense qu'il faut continuer, il faut le projeter, il faut le diffuser, hein. Y compris chez les jeunes. Je sais, Vous n'avez pas l'air emballé. je sais je sais tout ce qu'on peut en dire, mais je me dis Mais justement. c'est elles qui ne nous connaissent pas. Voilà, quand vous dites C'est le problème. ça, je me dis effectivement, c'est des organismes qui se sont mis en place sans finalement, sans doute, avoir connaissance de cette. Ah, mais elle ne le cherche pas parce que moi j'ai envoyé pas mal D'accord, d'informations. Ok. Ce n'est jamais relayé. L'exposition n'a pas été relayée, n'est-ce pas Non. En fait, j'ai appris que dans le newsletter de Aware, ils ne vont pas mettre des expos qui sont dans les galeries. Alors on sait ce qui se passe aux Les États-Unis, mais on ne sait pas ce qui se passe à Paris. Tu vois. Je la connais. Hein. Comment? Et, Non, je la connais pas. et malheureusement, ce qui s'est mis en place, ça pourrait être formidable, mais en fait, c'est un instrument d'occultation de ce qui Oui, aussi, ça peut le devenir. Oui, c'est ça. Alors c'est vraiment dommage parce que vraiment ça pourrait être formidable. Mais même l'exposition pionnière, moi je suis allée la voir la semaine dernière, bon il y a beaucoup à dire sur cette exposition. On ne sait pas ce que ça veut dire pionnière dans cette exposition. Pionnière de quoi vraiment, et puis les choix. Enfin, Goncharova, le nu de Goncharova, on s'est dit, mais où elle est allée chercher ce nu franchement. Donc on est un peu consterné parfois, vous voyez, par ce qui se passe. Et donc il faut continuer son chemin parce que
elle a tendance à vouloir annexer tout ce qui est autour des femmes artistes. Alors, ce qui fait que quand on va quelque part, on ne parle que de Aware. Et Aware ne parle jamais de nous. Oui, oui, oui. Et donc, c'est quand même embêtant. C'est dommage qu'il n'y a pas de lien entre ce qui se fait dans les universités et Aware. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui font des travaux sur des artistes femmes, et même depuis des années. Et ce n'est pas forcément répertorié ou connu. Et je pense qu'il y a même des étudiants qui refassent des mémoires parce qu'elles ne savent pas que d'autres recherches ont déjà été faites. Et il me semblerait normal que Aware, qui est un centre de documentation sur les artistes femmes, qui prennent ou qu'ils acceptent des mémoires ou des thèses qui ont été faites sur des artistes femmes pour que ça circule. En tout cas, pour que ça soit répertorié. Oui, tu as raison. Oui. Mais qu'il y ait un vrai échange, là, pour l'instant, il n'y a pas d'échange. C'est un Oui, sens unique. Oui, oui. Non, mais... C'est dommage. Par exemple, moi j'ai envoyé des infos sur Charlotte, même sur l'exposition que j'ai faite à Rennes, au musée des Beaux-Arts de Rennes. J'ai fait une exposition sur créatrice. Et d'ailleurs, il y avait une œuvre de Marie-Rose J'ai eu beaucoup de chance. Lorté, Architecture du vide, une œuvre splendide à 3 dimensions que j'ai adorée. Et donc, mais il n'y a eu rien. Elles ne l'ont même pas annoncé. Enfin, c'est incroyable. J'en ai vu une aussi Pourquoi une sur l'abstraction à Brest. Pareil, rien. Et en plus, ce n'était pas les galeries, c'était des musées. C'était des musées, oui. Alors franchement, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse malheureusement, on ne peut rien faire, puisque ces gens-là, ils ont la communication, ils ont le fric, ils ont les grands musées, ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, bon, c'est un peu à l'image de notre président de la République. Mais c'est vrai, Oui, non, on commence pas avec ça. On va voir le film de Marie-Rose. Non, mais il y a toujours un problème institutionnel. Voilà, parce que c'est l'institution. L'institution art, elle a toujours été comme ça. Par exemple, toutes les œuvres qui ont été refusées au début du 20e, des œuvres des impressionnistes. Mais vous avez des tas d'œuvres de femmes aussi qui ont été refusées et qui se retrouvent au Metropolitan Museum of Art, comme la grande Rosa Bonheur. Là. On va nous faire tout un cirque sur Rosa Bonheur, mais n'empêche que le marché aux chevaux, la France n'a pas voulu l'acheter, parce que c'était trop violent, il y avait des chevaux comme ça. Et alors donc ils ont acheté les bœufs, qui sont au musée d'Orsay, qui choquent personne. C'est très bien, mais le marché aux chevaux, il est au Metropolitan. Il fait 6 mètres de long, évidemment. Peut-être aussi parce que c'est une sorte d'autoportrait. Oui. C'est peut-être Rosa Bonheur qui est sur le cheval là. Oui, certainement. Donc elle se montre en force. Vous voyez, donc c'est vraiment le problème de l'institution parce que tout le temps, je veux dire, quand l'institution prend un truc en main, c'est cuit. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas d'échange. Justement, c'est ça le problème. Et même avec l'université, je veux dire, c'est pareil, l'université ne dialogue pas avec les artistes hors université. Ils se citent entre eux. Moi, je vous parle, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les femmes artistes, j'ai fait des livres où on ne me cite pas parce que je ne suis pas universitaire. Donc, c'est le circuit fermé. On se cite entre universitaires. Donc, c'est pas ça la culture, je veux dire. Comment on se fait valoir? C'est une notion en France de se faire valoir. Oui, mais quand même, on prend son miel partout. Oui, mais bon. Tu vois? Et Aware, c'est ça. Alors donc, c'est les artistes qui sont déjà connus, qui sont cités. Il faut rester des indécrottables, femmes libres, parce que autrement, je pense qu'on est condamné à rester libre. Je passe à autre chose. C'est une bonne chose. Mais oui, C'est pas ce qui si fait. mal non plus. La vraie liberté. Oui, on traverse les siècles comme ça. Ça pèse lourd, mais c'est pas si mal. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut faire quand même. Et donc,
Marie-Rose Lorté qui est restée libre aussi. Hein, tu as une grande maison avec toutes tes œuvres. Hein, je suis allée te voir à Vernon. Hein. Vous pouvez aller voir son atelier qui est formidable. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé du président de la République. Moi, j'ai fait une œuvre qui était exposée à la fabuloserie, qui s'appelle Un dimanche en ville. Et il a des petits drapeaux français à la place des yeux, parce que le vote est anonyme. Non, mais oui, bah oui, enfin, je construis, j'imagine, et j'essaye de... Voilà. Alors, je voudrais dire, avant de voir le film de Marie-Rose, je dois dire que ta structure du vide, la structure du vide, là, donc c'est Oui, il faudra la montrer à Sophie Bourbonnais. Oui, tu l'as pas là? Une photo? Est-ce qu'il y a une photo ici? Non, moi je suis revenue au tableau de... De Charlotte? Au tableau. D'accord. Sophie ne Ah oui, on va connaît le pas. montrer à Sophie tout à l'heure. Mais je voulais dire que aussi tu es très connue au Japon. Est-ce qu'il y a une approche? Ben oui, il y a une approche. La fabuloserie, c'est là-haut. Oui, d'accord. Et puis il y a Michel Burle en dessous, tu vois, la tête, et puis et des prénoms. Et puis... On va voir. Merci. Vous connaissez pas, hein, des œuvres vraiment qui sont passionnantes. Donc vous voyez la dentelle qui est vraiment spécifique. Tiens, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Oui, faites-la rentrer. Elle en fait de l'architecture. Et c'est ça qui est passionnant, et la structure du vide. Donc il y a toute une réflexion sur le vide et le plein. Et donc là, au niveau du conceptuel, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que par la dentelle, elle arrive au conceptuel. Moi, je cherchais la lumière et les ombres. On est toujours dans le Et puis sortir de ce qui était plan et d'arriver au volume. Et pouvoir contourner quelque chose. Et donc l'exposition est terminée, la fabuloserie. Voilà. On ramène tout à la maison atelier demain. Très bien. Bon, bah, si vous voulez, on regarde le film. Hein? J'ai tricoté. Ce tricotage, il tient dans les jardins. Il a été montré en Belgique chez Garcet, l'artiste Laroute. Et il a été. On voit que vous avez des protections pour les doigts. Non, j'ai mis les sparadraps après parce que ça n'allait plus, quoi. Enfin, les maisons, les doigts fatiguent. Ouais. Mais c'est une œuvre qui existe toujours, que j'ai montrée dans d'autres lieux, pas encore à la fabuloserie, mais chez Jacqueline Imbert, au musée de la Duse. Voilà, ça tient dehors. Une œuvre qui tient dehors. C'était le défi. C'est très difficile de mettre des œuvres. Bon, ben voilà, vous avez un parcours. Ce qui est fascinant, c'est les heures de travail et la patience. Parce que dis donc. J'ai peut-être un problème, c'est que je commande beaucoup de choses en même temps et il s'agit de les finir. Bon, enfin, ça va, tu arrives. Non, mais quand vous avez des matériaux, enfin parce qu'il y a une grande nuée qu'on essayait de... Il y a 2 panneaux, c'est des nuées, des nuages, qu'on a essayé, que vous avez vu, qu'on mettait en transparence, etc. Et là-dedans, il y a des tricotages de rhubarbe, des pluchures de rhubarbe, des matériaux... non, mais le problème, c'est qu'on commande beaucoup de choses et puis après, il faut les réunir et dire, ça y est, c'est fini. Mais moi, je n'aime pas ça. Mais ça, vous cherchez et trouver, voilà. Mais une exposition, voilà, permet de dire, voilà, je suis à jour. Je suis encore à jour. Non, ça va. Bon, alors donc j'attends vos réactions. Vous avez quel matériau? Alors les petites têtes, le défi c'était 365, les petites blanches. Ce qui était drôle, c'est que comme moi je dessine un peu, mais pas, c'est pas mon histoire.
le fait qu'on ait l'ombre, ça faisait comme un dessin sur le. Alors on n'est pas. Ça s'appelle la suite incertaine parce qu'on n'a pas encore réussi à mettre 365 ensemble. Mais une fois à Lyon, dans la galerie où j'exposais, on a fait les suivantes. On a appelé toutes les autres les suivantes. Un jeu de mots pour les femmes. Non, non, mais bon. Les donc, suivantes. bon. Enfin, chez les princes. Enfin, non, non, mais après, question. Les miniatures, il y en a eu beaucoup, oui. Et puis il y a beaucoup de ces œuvres qui sont dans d'autres lieux, dans des musées, enfin qui sont. Il y en a à la fabuloserie aussi. Ouais. Après, j'attends les questions. On est impressionnés. Mais non. Quand est-ce que vous avez commencé? Très tôt. Non, mais comme j'ai exposé à la Galerie Delpire en 1969, et j'ai déjà travaillé, j'ai fait des créations en 67 ou 68. Vous aviez quel âge? Je suis née en 45. Non, mais pour exposer dans une galerie, il faut déjà avoir une provision. Enfin, il faut avoir. J'ai fait un cerveau tricoté pour une jaquette de livres pour les éditions Rencontres, pour le livre de la santé, la jaquette du numéro 10, cerveau tricoté. Alors j'ai dû faire ça en 66-67. Après, il faut chercher. Et pourquoi ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi pas autre chose? Moi j'avais besoin, d'abord parce que j'avais un peu de mal à marcher, enfin après ça allait. Et parce que dans ma famille il y avait des personnes qui faisaient des habits ou du textile. Puis moi j'avais ce matériau à ma proposition, enfin sous la main comme on dit. Puis, et en même temps ça donne une sensation, ça permet de réfléchir différemment. Quand on a du textile ou des matériaux, on pense autrement. Après, je dirais, on a vu une broderie, là, il y a une très très grande broderie, j'en ai fait que 2 sur des fonds. Je trouve ça laborieux. Je préfère inventer. Alors, au début, là, on a eu toute une série de ce que j'appelle des territoires de laine, des grands tricotages, déjà anciens. Après, j'ai donc cheminé vers des choses plus ouvertes. J'ai fait des fenêtres en récupérant de la dentelle, etc. J'ai fait des fenêtres. Et après, j'ai trouvé ça trop facile. Et avec 4 fenêtres mises autour d'une boîte en carton, puis un toit, j'ai fait des maisons de fil. Après, les maisons de fil, c'était trop facile. Mais si c'est vrai, après, faut pas faire des habitudes, faut pas. Et donc, j'ai fait des formes un peu invraisemblables ou des châteaux de fil, etc. Voilà. Alors, au début, elles étaient blancs, c'était blanc, puisqu'on avait ce matériau. Puis après, j'ai colorié, j'ai fait des tresses coloriées. Enfin, je n'ai pas colorié. Avec la peinture, c'est des mélanges des couleurs à la base qui donnaient ça. Mais non, ben voilà. Après, j'aime bien rechercher d'autres choses et nous avons montré des matériaux différents. Et j'ai vu, il y avait un personnage, j'ai réagi, qui a un nez en or. Enfin, dans les grands masques. Et c'était du Bolduc, c'était un ruban que j'avais récupéré. Et finalement, je me suis amusée avec le confinement à faire des petits tissages de papier chocolat. Et j'ai recherché aussi cette impression de lumière qui reflétait. Donc c'était déjà quelque chose que j'avais essayé comme ça un peu. Je me souviens, vous avez dit que vous ne jetez rien. Non, c'est vrai. Voilà, que donc à la maison. Une inscription de couleur ou un matériau, on peut peut-être faire quelque chose. Et c'est vrai que parfois ça reste et on n'en fait rien.
Puis peut-être quelques années après, ça va révéler, enfin on aura envie de cette couleur-là ou de ce matériau, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des tapisseries? Comment? Vous avez déjà fait des tapisseries? Non, pas du tout. Alors, je vais dire différemment. Quand j'ai fait des tissages de papier chocolat, Oui. c'est apparenté à la tapisserie. Mais sinon, la tapisserie, c'est autre chose. La tapisserie, c'est un peintre qui fait le carton. Ensuite, vous avez celui qui adapte la couleur et vous avez le fameux métier à tisser qui est très long et qui ne correspond pas à ma sensibilité et à ma façon de... L'image a déjà été faite au préalable, alors que vous l'avez utilisé votre œuvre. Non, moi je fais pas d'image. Oui, c'est ça, oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, Dans la tapisserie, c'est, comme tu disais, c'est le carton. Oui, non, ça me... Pas forcément. Ça va pas. Oui, quand ça serait dommage de s'imposer quelque chose alors qu'on peut trouver, parce qu'on va mettre plus de mailles à un endroit où ça va donner un relief. J'adore ça. Hein, tu as vu un peu, et c'est ça, hein, tu les assens, tu les annonces, ça va Non, pas. les grands tricots, On va ils sont faire d'un seul tenant. Ah oui, mais les petits là. Oui, les petits. Non, mais les grands tricots, là, enfin, ils sont d'un seul tenant et sans carton préalable. Alors, ce qui je n'aimais pas comme réflexion, par exemple, même au musée d'Angers, il y a 20 ou 22 ans, on me demandait à quel numéro d'aiguille je tricote. Non, mais, bon, alors après, je disais, mais écoutez, pour faire un rond, il faut déjà 6 ou 7 aiguilles, puis une qui fait le travail. Puis après, vous retournez le tricot, puis il y a un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Non, mais bon, je préfère inventer et me permettre de chercher autre chose. Enfin, si ça change, si le temps il fait beau, ou si on a des amis. C'est plus libre. Oui, un peu, quand même. Oui. En fait, comment avez-vous passé au volume? Ou est-ce que vous avez déjà expliqué? Le volume, il est apparu dans les très grands tricots parce que je faisais effectivement, je restais longtemps sur une couleur et ça a donné des volumes. Alors, comment je suis arrivée au volume? En prenant une boîte en carton et en construisant autour. D'accord. C'est ça, quoi. Enfin, et puis après c'était trop facile et donc j'ai fait moi-même les grandes formes. On va sans doute exposer les moules, les formes. On va peut-être les exposer donc près de Limoges, à Vix-au-Breuil, au musée Cécile Sabourdi, parce que la conservatrice trouvait intéressant de montrer que j'étais un peu sculpteur et de montrer ce travail initial. Alors on m'a posé la question aujourd'hui, est-ce que vous allez montrer vos formes ou vos moules? Ce ne sont pas des moules, ce sont des formes. Avec les œuvres dessus, j'ai dit non, je vais montrer ça comme ça et l'œuvre à côté. Peut-être. Parce que vous les avez gardés, Oui. évidemment. Ça va Ah de oui, soi. non, oui, on verra. Mais c'est une idée de montrer ça différemment. Marie-Rose. Est-ce que dans votre façon, en général, votre façon de procéder, est-ce que vous avez déjà une idée prédéfinie du résultat de votre œuvre, ou est-ce qu'en général vous aimez bien quelque chose un peu organique qui se fait en train de se faire, l'œuvre est en train de se faire, et donc vous n'avez pas 100% contrôle, et donc vous improvisez quand même. Il y a deux solutions. Oui. C'est où on a absolument envie de faire quelque chose, on le voit, on l'imagine et on y va, on le fait. Ou alors moi, c'est vrai que je fais plusieurs choses, et actuellement, parce que ça, on change aussi, je démarre plusieurs choses, et si j'ai une idée comme ça à côté, je recommence autre chose. Et souvent, mes œuvres j'arrive à faire 3 œuvres d'une série comme ça.
d'un élan. On l'a vu à un moment donné, j'ai sorti quelque chose du meuble d'architecte et je montrais comme des fenêtres et elles avaient une résonance. Mais on sait pas ce que donnera la suite, quoi. D'accord, très bien. Et je pense que ça correspond aussi au moment qu'on vit. Et est-ce que parmi toutes les laines, tous les fils que vous avez utilisés, vous êtes intéressé aussi aux teintures naturelles ou pas du tout? Vous prenez déjà la laine, les teintures naturelles. On a teint avec du thé. Oui. C'est pas difficile. Enfin, à donner avec du thé. Non, je réfléchis. Du chou rouge. Oui. Vous pouvez... Oui, mais le problème c'est que quelquefois c'est pas pérenne. C'est un peu éphémère. La couleur change. Est-ce que ça vous dérange? Le fait que la J'ai pas eu de... non, j'ai même essayé... de faire... parce que je n'aimais pas la réflexion. Les architectures blanches, assez féminin, etc. Je n'aimais pas. Et donc j'ai fait une bibliothèque pétrifiée qui a l'air d'être en bronze. J'ai nourri le fil blanc avec des cendres, du sable et des matériaux et je lui ai donné un aspect différent. Donc c'est pas des matériaux pérennes, mais c'est une façon de transformer le textile. Oui, maintenant, ma question c'est Oui. est-ce que ça vous dérange que ça soit un peu éphémère ou est-ce que vous, au contraire, C'est pas je sais pas si c'est éphémère. Non, Pour l'instant, ça tient bien. évolutif, voilà. Non, mais peut-être, non, les couleurs, j'ai pas eu trop de problème. Ça reste quoi. Je n'ai peut-être pas fait énormément d'œuvres de tentatives de... Par contre, j'ai tricoté des fibres végétales et j'ai fait une maison asperges, rhubarbe et courgettes qui existe encore. Et là, la rhubarbe, asperges, rhubarbe. La rhubarbe, il faut prendre des épluchures et il faut tricoter tout de suite, sinon ça sèche. Quand c'est encore souple. Moi, j'ai justement, lors d'une biennale de Singapour, il y avait une artiste singapourienne, elle avait utilisé des poireaux pour tricoter un kimono énorme de poireaux. Ah oui, mais les gens, ils rentraient, ils sentaient vraiment le porc. Ah oui. Non, mais elle a bien, alors, les asperges aussi. Enfin non, elle a bien tenu cette maison-là. Ouais. Non mais bon, après il y a d'autres artistes qui apprécient les végétaux. Hein. Noël Fontan, on a parlé de et Marinette Rico. Par exemple. Je ne dis pas que je vais persévérer chaque fois dans une tentative. Je cherche encore des matériaux. Enfin, on verra. Bon, attention, il faut couper tout ce qui est pas. On va tricoter tout ça. Ouais. On va tricoter tout ça. Tricoter, j'ai pas dit trop de bêtises. Ah oui, merci. C'était samedi dernier ou celui d'avant? C'était le 2, à 22h. Ah oui, c'est pour ça, c'est tard, ouais. Mais on peut avoir une écouteur en podcast. Oui, il est très bon comme ça. Vous aviez vu la jeune... Oui, c'est mauvais genre. Hein, Oui, ça. elle est très sympa. Mm. Elle est venue à la galerie, elle était très sympa. Très bonne rencontre, toujours riche. Merci beaucoup d'être C'était très bien de vous avoir en chair et en os. Vraiment, avec le film. Les films sont très bien. Hein. Les films sont bien. Hein. C'est intéressant, les films. Oui. Ben, il en a fait d'autres. Il faudrait aller à Bruges.
dans le béguinage. Et elle raconte qu'il y a un poème qui est venu en connexion. Parce que Charlotte était comme ça, elle était connectée aux énergies cosmiques, comme elle le dit. Hein, et c'est ça qui était passionnant de vivre avec elle, parce que Très c'était fatigant. génial. Je sais qu'elle était connectée. Bon, bref, c'était une mystique, hein, disons-le quand même. Je veux dire, oui, une mystique. Bon, elle était juive, née à Alep, grandie en Égypte, et donc les trois religions, et arrivée en France en 1935 pour apprendre, parce qu'elle voulait peindre. Et évidemment, en 1935-40, heureusement, elle est tombée sur la Tyrénie, là, qui l'a emmenée en Corse. Et elle a participé à la libération de la Corse. Non, mais c'est incroyable. Et, et après, ils sont arrivés à Saint-Tropez et ils se sont installés à Saint-Tropez et à Menton. Et après, elle est montée à Paris quand son mari est mort et tout. Et donc, les poèmes, elle l'a fait juste avant de quitter Menton et avant d'arriver à Paris. En 70 par là, elle est arrivée à Paris. Non, en 68, elle était là aussi. Oui, aussi, oui. Ne suis-je dentelière de l'ombre, qu'araignée au tissage secret, peau tatouée, façon que j'ai de broder main la connaissance, sur ma chair de clair-obscur destin. Qu'est-ce qui, d'or noir au cœur de mes dentelles? Pourquoi élucider si, à travers le corps, pénètrent aux pierres vos mots, là où d'autres mots stagnent, cette pamoison de mots, ma chair stigmatise. Pourquoi élucider? Méditation de chouette aveugle. Que périssent les saisons rousses de nos passions, automne fou, temps des mâles aimés, crissement cris à fleurs de mots, de pierres et de stigmates. Pourquoi élucider? Je l'interroge, jour de trop soleil, quel secret d'or noir au cœur de mes dentelles? Et je ne comprends pas pourquoi. Le type de l'arbalète qu'il a annoncé, en fait, qu'il est premier préféré ce qu'elle écrivait. Moi, à chaque fois que je tape à la machine, je suis bouleversée. À chaque fois que je les, tu vois, que je les réécoute, je me dis, mais c'est incroyable. Et il y a une langue d'une puissance vraiment. J'espère qu'un jour ça va passer, hein, que ça va passer le mur. Le mur du son. Ouais, c'est dur, hein, quand même. Et vous verrez, si vous allez sur Facebook, sur mon site, j'ai mis un autre de ses poèmes. Je suis la dernière dame de mon jeu, que j'ai publié à la fin de mon livre sur la maternité symbolique. Donc la dernière page, j'ai mis le poème. Et là, ici, si vous achetez le livre, là, mais vous pouvez le commander aussi. Là, il y a à l'intérieur, il y a un code, un QR code. Et si vous faites fonctionner ce QR code, vous entendez la voix de Charlotte. Donc, ça, c'est... C'est magique. Je ne suis pas encore très bien, mais il y a 3 poèmes, des 3 poèmes. Donc, avec sa voix, parce qu'elle a une voix très particulière. Et donc, j'ai fait un montage à partir de ces collages. Donc, on entend sa voix, je suis la dernière dame de mon jeu, et on voit les collages. C'est bien ça. Donc, si vous allez sur mon... Même interstice, normalement, vous devriez l'avoir. Ou sur mon truc de Facebook, là, je l'ai... Votre page Facebook. Ouais. Voilà. Donc,
Et j'espère que quand même sa poésie va... Oui, sûrement. Ça va marcher. J'aimerais faire une émission à France Culture, tu vois, ce serait bien avec ses poèmes. Moi, je les avais montrés. Il y a marqué cette collection n'est plus disponible. C'est bien connu. Ah bon? Tiens, c'est curieux ça. Oh, mais tu es vachement douée, toi.